3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard nous accompagne, directeur des investissements de Neuflize OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gilles Etcheberry-Garay d'être avec nous également. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes fondateur, président, directeur des investissements d'Elcano Asset Management et Pierre Bismuth à nos côtés également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, directeur général et responsable des gestions chez Myria Asset Management. Vous avez la parole Pierre. Vous avez été dubitatif dès le départ sur l'idée du pivot de la Fed, non pas l'idée que la Fed pourrait à un moment baisser ses taux, je parle à votre place Pierre, mais sur l'ampleur du mouvement et les anticipations que le marché pouvait avoir sur ces mouvements de baisse de taux pour 2024, voire au-delà. On en est au point où le marché des options nous dit qu'il y a peut-être 20% de probabilité que la Fed ne baisse pas ses taux, mais les monte lors de son prochain mouvement. Est-ce que cette probabilité... Le marché est un jeu de probabilité. Est-ce que cette probabilité vous paraît bien dimensionnée ? Alors, politiquement, ça me paraît assez peu probable, mais en même temps, le marché, au début de l'année, prévoyait 6 baisses de taux de la Fed et n'en prévoit plus que 2 à peine d'ici la fin de l'année. Donc, que le marché des options prévoit que la Fed monte ses taux, pourquoi pas ? En fait, le marché n'est pas prédictif. C'est vraiment la courbe qui est complètement cassée et que personne... Enfin, pardon, je ne vais pas parler à la place des gens, que moi, personnellement, je ne comprends pas depuis assez longtemps maintenant. C'est-à-dire que j'ai du mal à voir pourquoi on peut avoir un taux aussi élevé à court terme à 5,5 et un taux qui peut flirter avec les 4, puisque je l'avais dit en octobre. Moi, je pense que si je raisonne en termes de pente, je verrais plutôt le 10 ans à 6, en tout cas au-dessus du taux court terme. Donc, on va voir cet effet de repentification. Mais on voit bien que, en tout cas, la neurasthénie sur les marchés obligataires ne fonctionne pas, puisque chaque fois qu'on on a un élastique trop tendu qui repart vers le haut, puisqu'on est entre 4,60 et 4,70 à l'heure actuelle, avec un plus haut à 5. Donc cette neurasthénie des obligations, si on regarde la courbe, ça ne tient pas, et d'autant plus que les autres marchés obligataires, que ce soit le crédit ou le high yield, ne sont pas du tout sur cette vision des choses. On n'est pas du tout sur une vision cataclysmique de l'économie, on est plutôt sur des... Rappel, inversion de la courbe, ça signale, ou en tout cas, ça signale l'anticipation d'une récession. Absolument. Historiquement, c'est comme ça qu'on peut lire les choses. Exactement. Donc peut-être qu'elle va se produire, et certainement. Oui, au bout d'un moment, un jour. Oui, voilà, un jour. Mais en tout cas, depuis 2022, depuis 2 ans, oui. On l'attend, et on voit que les chiffres de croissance américaine sont très forts, et ça tire. C'est vraiment la locomotive de l'économie mondiale. Si on regarde le marché du high yield, là, on n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur des écarts des primes de crédit qui sont assez faibles. Et on a l'impression que tout est beau dans le meilleur des mondes. Et quand on regarde en plus le pendant action, alors il y a beaucoup de dispersion entre les secteurs, toujours. Mais quand même, des rebonds spectaculaires encore. J'ai fait le bilan ce matin. Sur les banques, on était à plus 30 l'année dernière. On est déjà à plus 17. Oui, en zone euro, bien sûr. C'est un des secteurs les plus forts, bien sûr. On est vraiment sur une économie, enfin en tout cas, des marchés financiers qui ne sont pas du tout dans la neurasthénie. Donc, que le marché des options prévoit une hausse des taux, c'est son job. Non, mais absolument. De mettre une probabilité sur ce risque. Bien sûr. Moi, je pense que politiquement, c'est un peu impossible. D'accord. Impossible, bien sûr. Donc, le prochain mouvement sera quand même une baisse. Oui, mais c'est ce que je disais la dernière fois que je suis venu. En fait, on se fiche éperdument de savoir quelle va être l'ampleur de la baisse. Moi, le truc le plus important, et c'est ce que je disais en antenne, c'est que le marché est drogué à l'espoir. Et c'est vrai. Peu importe en fait qu'il y ait un mouvement de taux, c'est l'espoir de la baisse des taux qui est bien plus important, et surtout le fait que ça ne remontera pas. Alors on verra le 1er mai, j'aurais du mal à y croire quand même que la Fed monte ses taux. Et donc sur l'idée de la courbe, pour vous, elle doit revenir à une pente positive entre le 2 ans et le 10 ans. Pour vous, il y a... Même entre le 3 mois et le 10 ans, même. Entre le 3 mois et le 10 ans. Et tant qu'il n'y a pas ce retour à une pente positive, vous ne serez pas pro-duration C'est vraiment très difficile. Alors, c'est vrai que j'ai mangé mon pain noir en novembre-décembre, parce que ce n'était pas du tout le mouvement de marché que j'avais anticipé, vu que les taux ont rallié massivement. Il a été effacé depuis le début de l'année. Voilà, donc... quasiment effacé. Non, mais c'est vrai que... Non, mais quand on est confronté, en tant que gérant, quand on est confronté à une situation qu'on ne comprend pas, c'est vrai que c'est difficile. Et là, très honnêtement, cette neurasthénie, cette inversion de la courbe massive était difficile à comprendre. Bon, maintenant, j'ai l'impression que finalement, le marché a essayé d'arbitrer les banquiers centraux et il écoute un peu plus maintenant.
Bon, novembre-décembre, le 10 ans américain passe de 5 à 3,90 et janvier à aujourd'hui, on a fait 3,90, 4,70 quasi au plus haut. Ça se détend un petit peu aujourd'hui d'une dizaine de points de base. Bon, je pars de cette probabilité de marché. C'est le jeu du marché et c'est le rôle du marché de mettre une probabilité sur ce risque. 20% de chance que la Fed ne baisse pas mais monte ses taux dans les 12 prochains mois. Qu'est-ce que ça nous dit, Gilles ? Bon, c'est une probabilité qui reste relativement faible. Et aujourd'hui, la vision du marché a changé, le discours de la Fed n'a pas changé. Parce que dès décembre, ils annonçaient 3 baisses pour cette année. Je veux dire, c'était les 6, c'était une anticipation de marché qui avait pris, on l'avait dit à l'époque, un peu trop ses désirs pour des réalités, ou en tout cas avait été un peu trop enthousiaste. Ouais. Et 3 baisses de taux confirmées lors de la dernière réunion de politique monétaire le 20 mars dernier. Pour le moment, la Fed n'a pas repivoté. Elle a pivoté en décembre. Pour le moment, elle est restée droit dans ses bottes. Les chiffres ont un peu changé, mais elle est restée droit dans ses bottes. Je dirais qu'il y a 2 choses. Bon, monter, ça semble peu probable. Après, la question, c'est plutôt 3 ou 0, 3 ou 1, parce qu'il y a aussi le problème de l'élection américaine qui arrive. Et normalement, qui est une période hors accident où la Fed n'est pas censée agir, surtout à partir du mois d'août, où il y a les conventions républicaines et démocrates. Donc, quelque part... Donc, ça élimine septembre de l'agenda. Il y a une réunion en septembre. La réunion de novembre, elle a lieu le 6 novembre, au lendemain d'élection. Elle est en jeu. Normalement, c'est 2. Oui, c'est-à-dire que s'ils font 0 en juin, normalement, on me dit 2, ça serait novembre et décembre. Voilà, ça serait... Le 6 novembre ? Oui. L'élection passée, donc, oui, bien sûr, voilà, oui. Donc voilà. Donc je dirais que ça, elle n'a pas changé. 2, les marchés ont un peu changé. Après, ce qui est quand même assez remarquable, c'est que la devise et les taux gouvernementaux en particulier se sont ajustés, donc les macros se sont ajustés, et pour une inversion de courbe, c'est une anticipation d'erreur d'une banque centrale. C'est le fait que l'inversion de courbe, c'est que la banque centrale est obligée de make it until break it, c'est jusqu'à qu'elle a monté, jusqu'à ce que les taux resteront trop élevés pendant trop longtemps et ça créera des dommages. Non, mais je veux dire, je fais oups, quoi. C'est-à-dire que la montée qui va faire la montée qui va casser quelque chose, c'est ça l'inversion de la courbe. C'est un problématique de banque centrale qui est confrontée à un déficit énorme, ce qui est une première de voir une banque centrale qui est aussi restrictive et un déficit en temps de paix qui est aussi important. C'est une nouveauté, un mix macroéconomique qu'on n'avait jamais vu. Pour voir la longueur, la taille de la durée de cette inversion de courbe, ça a probablement à voir avec ce mix qu'on n'avait jamais rencontré. Ça reflète effectivement un paradigme inédit dans l'histoire. Mais là, depuis 4 ans, on fait des expériences. Entre le Covid, après post-Covid et tout ça, on fait plein d'expériences de politique économique, des taux zéro, de la relance économique en bas à 3% de chômage. Enfin, on fait un ensemble d'expériences macroéconomiques dont on va voir à l'arrivée ce que ça va donner. Mais voilà, donc on a cet état de fait donc d'inversion. La Fed ne montera probablement pas pour des raisons politiques, pour plein de raisons. Mais derrière, le marché est encore sur les 3 baisses, en tout cas le marché action. Le marché de taux et devises se sont ajustés. Le dollar a remonté. Enfin, il y a des marchés qui sont ajustés. Le marché action et un peu, je rejoins le marché du rendement, sont restés dans la vision de la Fed. Il y a eu un petit retracement quand même là on en parlera, mais depuis sur 2 semaines, il y a eu un petit retracement, un petit écartement non mais minime. Mais il y a quand même eu quelque chose. Sur les spreads en Europe, on a aussi des mauvaises nouvelles qui s'accumulent. C'est aussi un problème micro sur les spreads parce qu'on a quand même quelques gros émetteurs. Dossier spécifique, vous voulez dire ? Oui, d'accord, dans le crédit, oui. Dans le crédit européen, on a 2 ou 3 dossiers là, qui commencent à sortir. Qui peuvent faire bouger les indices, oui. Voilà. Voilà. Donc pour le moment, les taux, les devises se sont ajustés à un éventuel changement de cours et même de discours. Les actions sont restées dans je reste dans le botte. Et la Fed n'a pas bougé et ne bougera pas. Et qui a raison selon vous entre le marché action et le marché de taux ? On dit toujours que les gérants obligataires sont plus intelligents, mais on va voir. Depuis 3-4 ans, je sais pas. Moi, je trouve que le marché action n'a pas été en manque de vision parfois. Au contraire, sauf si on s'aperçoit que c'est une bulle sur l'AI, parce que si on enlève la bulle de l'AI, on verra que les actions reviendront comme les cow-boys et les obligataires un peu plus. En Europe, on n'a pas la bulle de AI, les marchés se tiennent bien. Avec ASML, 10% du stock 50 ou 12%, on en profite un peu quand même. Ok. SAP, c'est notre autre gros poids lourd aussi dans le secteur des softwares. Voilà, ASML, c'est quand même, on est passé de rien à... Donc vous dites qu'il y a quand même un risque, non mais pour traduire, il y a quand même un risque si vraiment la Fed se décale, et même si la dernière réunion a confirmé 3 baisses de taux, les discours ont quand même sacrément changé depuis, y compris du côté de Jérôme Powell quand il s'est exprimé la semaine dernière.
Vous dites si c'est le marché des actions qui a peut-être pas totalement intégré ou réajusté cette nouvelle. S'il change vraiment de discours en mai ou un truc, ça restera de faire un petit choc sur les actions quand même, parce que jusqu'à présent, il continue à dire Powell a dit 3, Powell a dit 3. Powell, la dernière fois qu'il a parlé, il a dit qu'il avait non seulement la confiance n'avait pas grandi, mais qu'elle avait même peut-être un peu reculé avec les données du mois de mars sur l'inflation. Et que le high for longer était désormais la priorité. C'est clair, mais pour le moment, je ne sens pas que le marché action on a vraiment suivi. Oui. Le marché obligataire, là, 100%. Devise, l'a compris 100%. Les actions, je suis moins certain. Mais bon, on verra. Bon, qu'est-ce qui est important dans cette discussion passionnante, toujours, Olivier, j'adore le sujet, mais quand on investit sur les marchés, quel est le niveau d'importance que revêt cette discussion infinie autour des politiques monétaires ? Je pense qu'effectivement, la discussion est infinie. Ce qui est important, c'est de bien comprendre notre capacité à nous tromper. Je pense qu'on regarde un peu ce qui s'est passé sur les trois dernières années. 2022, début 2023, la récession arrive. Courant 2023, début 2024, c'est le soft landing. Et aujourd'hui, c'est de nouveau l'histoire d'une no landing avec une possibilité que la Banque centrale américaine ne baisse pas ses taux cette année. Donc on voit bien qu'on a une incapacité assez forte à bien analyser le cycle économique. Et cette incapacité, elle résulte de probablement plusieurs facteurs. Le déficit budgétaire, qui soutient fortement la croissance économique, et en particulier du côté des États-Unis. La difficulté qu'on a eue à bien estimer les excès d'épargne, en particulier aux États-Unis, excès d'épargne qui devaient disparaître courant 2023. Et en fait, il semble qu'il y en ait de nouveau qu'il en reste en ce début d'année 2024. L'incapacité également à bien comprendre le délai de transmission de la politique monétaire aux agents économiques, puisqu'on entend aujourd'hui que en fait, l'augmentation des taux crée un effet richesse, donc c'est plutôt positif pour la consommation, mais dans le même temps, on sait bien que les entreprises vont se refinancer de manière plus importante sur les années 2025, 2026 et 2027. Donc c'est sans doute là qu'on sentira l'effet financier pour les entreprises. Le fait également qu'on ait des régimes de croissance qui soient un peu dissociés d'une économie à une autre, avec une Chine dont on avait l'impression qu'elle était proche de la déflation, une économie américaine qui se portait très bien, une économie européenne qui était entre les deux. Donc tous ces facteurs font qu'il est très difficile de lire le cycle éco. Après, quand on regarde ce que font les marchés, ils sont plutôt... ils s'adaptent en fait à cet environnement. 2022, ça a été une très mauvaise année, à la fois pour les actions et pour les obligations. C'était stagflationniste, quoi. C'était stagflationniste, mais avec une récession. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la stagflation des années 70, on a 2 récessions. Donc c'était stagflationniste, récession, très mauvais pour les taux, très mauvais pour les actions. 2023, le soft landing jusqu'au début 2024, c'est très positif pour les actions et pour les obligations. Et le no landing, c'est de nouveau un peu négatif pour les obligations. Ça reste encore positif pour les actions tant qu'on ne se repose pas la question du risque de récession. Et ça reste positif pour les actions parce que qui dit croissance dit évidemment croissance également des résultats des entreprises. Donc le marché, les actions sont susceptibles, capables d'absorber une remontée des taux longs. Mais si on bascule de nouveau sur... Et si la Banque centrale américaine maintenait ses taux d'intérêt trop longtemps et que ça, finalement, pesait sur la croissance, là, ça serait de nouveau négatif sur les actions. On n'est pas loin de ce point-là. Est-ce que les premiers grands résultats d'entreprises publiés confirment l'idée que les entreprises continuent de bien se porter en général, que les niveaux de marge restent solides ça confirme la lecture macro qu'on peut faire ? On n'est pas encore sur ce point-là où on pourrait basculer de nouveau sur une crainte de récession pour deux éléments probablement. Le premier, c'est qu'on a le sentiment qu'on a une légère réaccélération du momentum économique en Europe, également un peu en Chine, aux États-Unis. On a du mal à lire, mais on voit que l'économie continue à bien se porter. Et deuxième élément, les résultats corroborent une macro qui, globalement, se porte bien. Donc, on n'a pas encore basculé dans ce sujet et si les taux n'allaient pas alimenter
de nouveau une problématique sur la croissance économique. Comment vous regardez aussi l'aspect divergence et quelle est la limite de ce scénario de divergence entre la Fed et, j'avais envie de dire, presque le reste du monde, d'une certaine manière Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a Oui, bien sûr. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Olivier, parce qu'on parle vraiment des grands indices large cap. Et en fait, attention, hein, les small cap et les mid cap, c'est pas du tout la même idée. C'est que on a bien des entreprises, les grands indices sont vraiment insensibles complètement à un effet taux, on va dire, pour aller très vite. En revanche, on voit bien que dès qu'il y a baisse d'espoir de baisse des taux, là, on a vraiment un gros problème sur les petites et moyennes valeurs. Et ça, donc les grands indices, on va dire, repliquent bien le cycle économique, mais justement, là, on a vraiment une divergence, et cette divergence, elle est continue. C'est-à-dire qu'on est très à l'aise à investir sur les grandes capitalisations, beaucoup moins sur les petites et les moyennes valeurs. On a eu un espoir en mars, et finalement, cet espoir a été complètement avorté. Donc, et c'est pareil des deux côtés de l'Atlantique, c'est un peu pareil sur les émergents, et la prime liquidité, ça ne rebondit pas aussi massivement que les... Ça veut dire quand même que dans l'échelle des risques, il y a une limite. Aujourd'hui, même si le scénario macro est plutôt meilleur que prévu, on l'a très bien vu dans le on n'est pas prêt à aller chercher le risque ultime extrême des small cap, quoi. Quand Pauline a parlé, Renault et GM, c'est super. OVH, c'est compliqué. Et en fait, cette différence de taille de capitalisation, alors, un exemple ne fait pas une démonstration, mais c'est quand même assez clair que les dynamiques en place sur les marchés, c'est vraiment les mêmes depuis un certain nombre de trimestres. Sur la différence, moi je pense que c'est un piège pour la BCE, parce que si la BCE fait un mouvement avant la Fed, en fait elle risque de se tirer une balle dans le pied rien qu'avec l'inflation importée. Alors, parce que tout le monde est en dollars. Donc moi on va voir. Mais en tout cas... Le pétrole a finalement pas tellement bougé à ce stade. Non, mais le dollar a quand même beaucoup progressé. Donc en fait, le pétrole, il progresse pas. Mais on voit bien que... Alors là, on est vraiment sur une matière première dollar. Je veux dire, on prend tous... Je ne sais pas si on prend tous l'autoroute, mais... parce qu'une baisse de taux de la BCE, un mouvement de baisse de la BCE, c'est forcément négatif euro à ce stade, avec tout ce qui est déjà intégré aujourd'hui. Moi, j'ai toujours... L'euro n'est pas tombé à 1,05, hein. Non, d'accord, mais ça. Non, mais on n'est pas à 1,05, mais très honnêtement, c'est quoi l'image? Enfin, c'est quoi la stratégie de la BCE? Elle va baisser ses taux avant la Fed de 0,25. Super. Après, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça mon problème. C'est que. Elle en fera une deuxième? Indépendamment de la Fed? Oui. Moi, j'ai quand même. Une, sans deux, j'ai du mal à y croire. Voilà, mais c'est ça. Oui, mais il faut bien qu'ils s'y préparent. Soit on a un cycle. Soit on n'a rien du tout. Très honnêtement, je ne verrais pas du tout l'intérêt de la... En fait, je vois pas la stratégie. Voilà. Moi, il me semble qu'il faudrait qu'on ait une stratégie de la BCE. Pour donner un peu d'air, tout le monde attend cette baisse de taux pour relancer des investissements, pour redonner un peu de visibilité, accompagner la reprise du cycle qui a du mal déjà à redémarrer, etc. Alors, moi, il y a plein de bonnes raisons pour que la BCE fasse quand même un peu... aussi sa partie du job dans ce domaine-là. J'aurais quand même du mal... Ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, Grégoire? Mais j'ai du mal à voir la stratégie de dire je vais baisser mes taux et puis après j'attends ce que fait la Fed avec l'élection américaine. J'ai du mal à voir quelle va être la stratégie et j'ai du mal à voir, surtout, si c'est pas dans une stratégie globale et très bien énoncée, je pense que ça peut être même contre-productif. Parce que quel va être le signal? Le mandat de la BCE, c'est vraiment l'inflation. Alors, on est super sur l'inflation headline, on est moins bien sur l'inflation core. Ça va s'améliorer. Non, mais on va voir. On a cru que ça allait s'améliorer aux États-Unis et en fait, ça s'améliore, on va dire, s'améliore à la hausse, doucement. Voilà. Donc, attends, moi, si c'est vraiment data dependent, comme oui. dit, franchement, les données, est-ce que les données peuvent dire on fait une baisse des taux indicative, ça donne pas une stratégie. J'ai quand même beaucoup de mal à voir une banque centrale ne pas exposer une stratégie claire. Et là, on achète du temps. On voit bien que c'est difficile. Mais de toute façon, c'est difficile de tirer avant la Fed. C'est historique. Ça serait historique. Oui. Ça va être très, très difficile. On fait une fois. Maintenant, est-ce que... on fait c'est triché en 2011. Donc, le mouvement de hausse des taux de triché en 2011, c'était vraiment génial. Mais là, on voit bien que ce que le marché attend, c'est une vraie stratégie plus qu'un mouvement qui serait...
à mon avis, un pétard complètement mouillé, quoi. Enfin, la stratégie, c'est suivre les données et faire ce qu'on peut si l'inflation continue de baisser, quoi. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres grands axes stratégiques, y compris après la première baisse de taux. Exactement, mais ça veut dire qu'un mouvement coordonné permettrait au moins d'annuler le mouvement des devises. Ouais. Bon. Là-dessus, Gilles. Alors, deux choses. Et sur l'euro-dollar, est-ce qu'on arrive à un point quand même où le dollar, la fermeté du dollar limite la prise de risque de position longue, ou est-ce qu'il ne faut pas se priver d'être encore long dollar aujourd'hui ? Alors, long dollar, oui, parce que la divergence s'accroît, hein, et clairement, entre la Fed qui... Il y a encore de la place, avec le dollar-yen à 155, l'euro-dollar à... Je parle sur l'euro-dollar, plus que sur le dollar-yen, sur l'euro-dollar. La yen, c'est un monde à part. Sur l'euro-dollar, clairement, la BCE n'a pas un bon choix, mais si on voit la Fed qui est entre 0 et 3, enfin 3 et 0, donc qui est plutôt une option à la hausse, on a l'inflation qui commence à continuer à baisser assez significativement. Les taux d'intérêt réels en Europe vont devenir beaucoup trop élevés, donc elle va devoir faire un geste. Et c'est sûr que ça les enthousiasme pas de le faire tout seul, parce que la dernière fois c'était triché de 2011 et ça s'est mal fini, mais ils vont devoir gérer. Il y aura la Banque d'Angleterre, la Suisse est déjà là. Voilà. Bon, ils seront pas tout seuls. Voilà. Et la Bank of China s'il dévalue pas le yuan, mais c'est clair que ça les voilà, mais ils vont faire moins que ce qu'ils avaient envie de faire. D'accord. En début d'année, il y a moins de marge de manœuvre quand même. On était à 1,25 sur l'Europe, 1,50 pratiquement dans le UK. Tout ça, ça va être moins. Mais je pense que quelque part, si les niveaux d'inflation divergent autant, parce qu'il faut voir qu'il y a des situations budgétaires qui sont rien à voir. Enfin, il y a des raisons pour lesquelles c'est une nouveauté. C'est une nouveauté depuis pratiquement 15 ans, des cycles aussi divergents entre l'Europe et les États-Unis. Mais ils doivent l'assumer et ils vont devoir faire, parce qu'à un moment, le niveau de taux d'intérêt réel en Europe, réel court terme, va devenir trop important. Et ça va plus être défendable. Donc oui, ils vont le faire, ça les enthousiasme pas, ça c'est clair, on le voit tous les jours. Je crois que même Nagel de la Bundesbank s'est exprimé aujourd'hui pour dire que oui, si les prochaines données confirmaient ce qui est anticipé par les forecasts de la BCE, alors oui, on pourrait considérer en juin l'idée d'une baisse de taux. On peut pas avoir en allemand, ça veut dire qu'on peut y aller, quoi. Ouais. On peut pas avoir 2,5 de taux d'intérêt réel de court terme en Europe dans la situation. Je veux dire, c'est trop restrictif pour l'économie qui est pas l'économie américaine. Quelque part, la BCE dans la place où devrait être la Fed, devrait s'inverser et on aurait des choses peut-être de meilleure qualité, mais chacun chez soi. Si la Fed était la BCE, elle aurait déjà baissé ses taux et. Non, elle aurait pas pivoté. Non, si la Fed était la BCE, elle aurait pas pivoté. Et donc on aurait. Oui, aux États-Unis. Non, mais si la Fed gérait la zone euro, d'accord. Si elle gérait la zone euro, elle aurait déjà baissé ses taux. C'est déjà assez compliqué comme ça. Mais l'autre, elle n'aurait pas pivoté non plus, parce que le pivot était quand même clairement. On l'avait dit à l'époque, c'était mission accomplie, c'est de George Bush, un peu trop tôt. Le message de triomphe était clairement trop anticipé et aujourd'hui, elle le regrette un peu. Juste pour prendre sur les grands indices, il faut voir quand même aujourd'hui, on a des niveaux, malgré la correction de vendredi, sur le SP500, on a un niveau record de concentration des 10 premières valeurs. Je veux dire. Ça n'a pas bougé. Non, on est toujours à 30% sur SP500. Donc ça veut dire qu'il y a 10 valeurs qui font 30% de SP500 et c'est des valeurs tièdes. Alors même si on est et c'est 50% sur le CAC. Hein. Voilà. Et je veux dire, c'est ça qui masque aussi. Je veux dire, il y a une foi dans ces valeurs et même quelque part, plus la conjoncture baisse, plus on retrouve une foi parce que ces valeurs ont l'air indéfectibles. Et on parlait de la peur, on a parlé plusieurs fois. Voilà. Et je veux dire, on a encore le marché n'a pas été secoué dans cette vision d'indestructibilité, d'invincibilité. Ce qu'on a vu, la fragmentation des Mag 7, vous dites pour l'instant, c'est pas du tout une remise en cause du statut de ces valeurs par rapport aux autres. Il y a Tesla, mais qui était toujours à part, qui était un constructeur automobile qui faisait vaguement de la conduite autonome du software, qui était valorisé comme un software, mais qui faisait quand même d'automobile, et d'automobile qui est mise à mal par les Chinois. Pour le reste, oui, on reste sur des prépondérances de ces valeurs-là en taille. Hein, je veux dire. Mais ce qui est comme hallucinant, c'est que les valeurs de 2 trillions de dollars font moins 10 plus 5 sur 2 jours. 2 trillions de dollars, hein. C'est la capitalisation du CAC 40. Imagine le CAC 40 fait moins 10 plus 5 sur 2 jours, comment on serait. Et le 10 ans américain peut faire plus 20, moins 20 dans la journée aussi. Ça, on a déjà vu. Mais voilà. En tout cas, je veux dire, les grands indices résistent. C'est une concentration énorme et des valeurs qui sont considérées comme invincibles au milieu. Et c'est pour ça qu'on a un décalage avec les petites valeurs. C'est pas, et quelque part, il y a une tendance à revenir sur ces grandes valeurs dès que ça commence à douter.
Où est-ce que vous êtes confortable dans l'univers action, effectivement, et partant de l'idée quand même que le mois d'avril est un mois qui a vu un peu de retracement. Je crois que la semaine dernière, le Nasdaq a perdu 5%, que les Mag 7, les 7 magnifiques, ont détruit quasiment 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors évidemment, elles empilent les trillions, donc voilà, c'est à la hauteur de ce qu'elles pèsent aujourd'hui. Mais que vous inspire ce retracement? Est-ce qu'on est dans une logique où on peut se permettre de racheter des creux? Est-ce que ce sont des opportunités ou est-ce qu'à ce stade, il faut peut-être regarder ailleurs? Je pense qu'on est rentré dans une autre phase de marché aujourd'hui. On était depuis fin octobre dans une phase Goldilocks. Aujourd'hui, on rentre dans une phase qui est sans doute un peu plus complexe, pas nécessairement très baissière parce que on est dans une dynamique où la croissance tient et qui alimente la progression des résultats des entreprises, mais on est dans une phase où l'incertitude sur la perspective économique et la perspective monétaire redevient incertaine. Redevient incertaine et pose donc la question de quid de l'atterrissage des taux courts des banques centrales et par conséquent des taux longs et des conséquences sur la croissance. Donc rien de nouveau en termes de problématiques, mais ces problématiques sont en train de revenir sur la table. Et le fait qu'elles reviennent sur la table nécessite une période de consolidation sur les marchés avant d'avoir un peu plus de lisibilité sur les variables que l'on vient d'évoquer. Maintenant, si on s'écarte de la dictature du très court terme, pour notre part, on est toujours dans un scénario dit de soft landing, scénario de soft landing qui va être accompagné de baisses de taux d'intérêt à la fois du côté de la Banque centrale américaine et du côté de la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, on imagine qu'elle baisse son taux de dépôt à 1,5, ce qui va pas mal. 2025. Donc c'est un gros mouvement quand même. C'est un call très agressif. Partant de 4. Qui doit vous rassurer pour la croissance européenne. Là c'est beaucoup. Et donc dans ce scénario, c'est vrai que c'est beaucoup. Et dans ce scénario c'est beaucoup, mais dans le même temps, on ne revient pas dans le monde d'avant. Non. On reste positif. Donc il faut avoir ça également à l'esprit. Et donc dans cette perspective, on pense que la croissance économique tenant, la croissance des résultats des entreprises étant soutenue par cette croissance économique, on reste globalement dans un monde qui va rester favorable à la classe d'actifs actions. Mais ce call sur la BCE, est-ce que ça veut dire dans un portefeuille actions que oui, en relatif, là, les actions européennes auront plus d'intérêt, plus d'attrait dans les 12 prochains mois que d'autres marchés? Alors ça, on ne l'a pas mis encore en œuvre dans nos portefeuilles. D'accord, ça ne s'est pas traduit encore. Ça ne s'est pas encore traduit dans nos portefeuilles, mais c'est une question. Et la deuxième question, c'est les mid et small qui sont quand même... très nettement en retard par rapport aux grandes capitalisations et qui d'ailleurs, quand vous regardez les indices mid et small, vous avez une histoire totalement différente de celle que vous pouvez avoir quand vous regardez les grands indices. Les grands indices, c'est bull, les mid et small, c'est flat. Ouais. Il ne se passe pas grand-chose, c'est un grand trading range. Mais dans cette perspective de soft landing, oui, ça pourrait redonner un intérêt, on va dire, plus soutenu pour cette classe d'actifs, et c'est une classe d'actifs qu'on regarde également. Bon, on a eu une IPO là, sur le marché d'Euronext Paris quand même ces derniers jours, Planisware, qui devait rentrer en octobre, ça s'est fait cette semaine ou la semaine dernière. Ça a plutôt bien fonctionné. On voit beaucoup de papiers circuler sur le retour des opérations sur capital, des introductions en bourse, etc. Sur la partie investissement, à ce stade, Pierre, toujours de l'intérêt pour le crédit? Ça n'a pas changé. Votre amour, c'est le high yield, c'est ça? Exactement. Non, mais plus que jamais. Non, mais c'est vrai que le scénario... Ça reste le meilleur des mondes, quoi. C'est-à-dire que le scénario... Moi, paradoxalement, j'ai l'impression quand même que le scénario est pas très, très compliqué. Parce que la plus grosse inconnue serait la géopolitique. Mais là, c'est quand même assez clair maintenant, entre les deux gros conflits qu'on a, on n'a pas d'inflammation, enfin en tout cas de généralisation des conflits. Et on a vraiment des conflits qui sont très circonscrits. Alors attention, on parle d'un point de vue financier. Oui. Le drame humain, c'est pas du tout le sujet. Bien sûr. En tout cas, c'est pas pour expliquer la dynamique des marchés financiers. Donc, ça, on aurait pu avoir une grosse inconnue, mais finalement, cette inconnue, elle est un peu derrière nous, parce que personne n'a intérêt à cette généralisation des conflits. Donc,
encore une fois, si on part du principe que la route des banquiers centraux n'est pas à la hausse, mais plutôt à la baisse, quel que soit le rythme des baisses, mais en tout cas, C'est la carotte, quoi. Voilà. Il y a la carotte. C'est vrai que le scénario n'est pas incroyablement compliqué. Après, pour rebondir encore sur ce qu'a dit Olivier, c'est vrai que quand on a une vision aussi, on va dire, constructive de baisse des taux, moi, en tout cas, j'aimerais savoir quel va être le scénario. C'est-à-dire, est-ce qu'on a un scénario de très forte repentification de la courbe parce que c'est une stimuli de croissance énorme et donc on peut avoir des marchés obligataires complètement négatifs sur le long terme. Et c'est pas un effet, c'est pas parce que les taux courts baissent qu'on est à très longue duration finalement. On peut même être complètement court duration. Et c'est pour ça il y a des instruments pour jouer la repentification. Il y a d'autres manières de jouer ces marchés obligataires-là. Mais sur les taux longs, vous dites, c'est pas forcément le grand trade de baisse des taux longs. C'est pour ça que moi, je pense avoir un scénario assez, en tout cas des investissements assez défensifs finalement en jouant le high yield. C'est que dans tous les cas, j'ai un peu raison. Parce que, non mais c'est vrai. Parce que c'est vrai, en fait, c'est pas très risqué comme position parce que si on n'a pas de baisse des taux, on voit que le marché du high yield, finalement, l'écart est assez, l'écart les spreads sont assez encadrés. Et finalement, si on a un vrai mouvement de baisse très fort des taux d'intérêt des marchés européens, je ne sais pas ce que va donner la duration, mais je sais que la classe d'actifs high yield, de toute façon, elle est hyper défensive dans ce moment-là parce qu'on a des banques centrales très constructives, une liquidité qui revient et finalement une duration plutôt courte. Donc c'est pour ça que je dis que le scénario n'est pas si compliqué en ce moment. C'était bien plus compliqué de comprendre ce qui se passait en 2022 qu'en 2023. Et le risque d'accident sur des marchés quand même de dette dites spéculatives, tout à l'heure Gilles évoquait, c'est toujours un peu les usual suspects en Europe notamment, c'est toujours un peu les mêmes noms qui circulent, mais c'est des noms qui ont des poids importants dans les indices quand même. Oui, mais c'est des noms qui peuvent être évités facilement. En fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment à part des gens qui sont spécialisés dans le crédit long short, qui peuvent shorter les positions. Mais après, les crédits longs, si c'est trop spéculatif, ils s'écartent des choses. Donc, j'ai pas l'impression vraiment que le scénario soit très, très compliqué. Sur, en tout cas, la question de la volonté des banquiers centraux, moi, j'ai toujours ma petite marotte, c'est SVB en mars, on a testé la volonté des banquiers centraux de surtout pas créer de cataclysme financier, et je pense qu'ils sont toujours là, donc il n'y a pas de... Voilà, donc on est très... il reste cette asymétrie dans la capacité d'une banque centrale comme la Fed, structurellement dovish, à agir vite et fort si nécessaire. Oui, parce que personne n'a intérêt à une récession non contrôlée, ça n'a pas de sens, quoi. Donc, c'est vrai qu'on est très actif risqué et on est très large cap, pays développé, et on commence à peut-être se réintéresser aux émergents, mais d'un point de vue dette et pas du tout sur la dynamique. D'accord. Bon, Gilles, sur ces considérations de marché, je veux bien qu'on dise un mot des matières premières aussi. Alors, mais sur la partie investissement global... disons, les matières premières, elles sont en accord avec le scénario de surchauffe, de surchauffe à court terme, elles rattrapent. Je veux dire, elles font partie de ces marchés, comme on a dit. Il y a quelque part, il y a un marché qui est décalé avec les banques qui était resté marqué par le biais récession trop longtemps, quoi. Voilà, et la Chine, parce que la Chine est quand même le premier acheteur de matières premières industrielles du marché. L'or est une bête à part, et d'ailleurs, la bonne performance de l'or avec le taux qui monte et le dollar qui monte est intéressante, parce que ça montre bien qu'il y a un risque sous-jacent. Et moi, je suis un peu surpris parce que quelque part, il y a un éléphant dont on n'a pas parlé, est-ce qu'il y a une bulle sur l'AI ou pas ? Et s'il y a bulle sur l'AI, il y a un scénario où les banques centrales baissent très fortement et le AI s'écarte. C'est explosion d'une bulle, parce que là, ça veut dire qu'on a un effet de richesse négatif. Enfin, on peut avoir une récession qui arrive brutalement, non pas du fait de la macroéconomie, mais du fait du marché, comme en 2002. Et là, effectivement, vous avez un scénario où vous avez les banques centrales qui baissent vite et très vite aux États-Unis, et malgré tout les marchés qui s'écartent. Donc toutes les baisses de banques centrales ne sont pas... mais on a un stade de l'engouement autour de l'IA qui mérite déjà l'attention qu'on porterait à un phénomène de bulle. 35 fois les ventes sur Nvidia, c'est une Cisco première valeur mondiale en 2000, c'est 35 fois les ventes. Et je dirais que Cisco a gagné de l'argent et n'a toujours pas retrouvé son cours de 70 ou 80 $. En termes de PE, Cisco était quand même beaucoup plus élevé. Mais là, on a 200 ou 300 sur Nvidia. Sur Next, sur le trailing. Sur le trailing, oui. Mais les résultats sont tellement exceptionnels. Oui, mais c'est le semi, c'est quand même c'est plutôt cyclique. Donc on peut avoir des surprises négatives. Non, mais il y a quand même un phénomène de savoir si l'AI est une bulle ou pas. Moi, je pense personnellement que c'est une bulle pour en avoir vécu quelques-unes. Et à quel stade on en est ? Voilà. Mais la question est là. Est-ce qu'on est en phase finale ? Moi, je vois là, quand je vois plus 10, moins 10, plus 5, pour moi, on est plutôt dans l'oscillation finale que dans
Nvidia, moins 10 vendredi dernier. Voilà, et plus 5 aujourd'hui, ou hier. Donc on est dans ce genre d'oscillation, on est plutôt dans le final. Et donc il y a quand même un effet de richesse lié à ça qui est monstrueux, surtout aux États-Unis. Et donc pour moi, c'est un peu l'éléphant qui vient un peu venir à tout moment. Et Nvidia qui baisserait fort, ça aurait un impact sur les marchés high yield de Pierre Bismuth? Sur un impact, sur les deux impacts. Un, ça serait le SP500, c'est donc 5%. Ça, d'accord. Oui. Et les autres qui plongent aussi, parce que là, il sur plonge. les indices actions, j'ai pas de doute. Donc on est à moins 10 ou moins 20 sur le SP500. Là, ça, je veux dire, la structure d'une capitalistique, c'est le cas, c'est le high yield est juste derrière les actions. Hein, oui, bien sûr. Donc la volatilité de toutes les classes d'actifs après est amenée augmente. Et là, il y a des problèmes de volatilité aussi, de structure de vendeuses de vol qui sont partout. Donc il y a un risque. Est-ce qu'il se matérialisera dans un mois, dans 3 mois, dans 5 mois? J'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même un risque. Et l'or, et la bonne performance de l'or, je pense aussi alors que l'environnement est pas bon pour l'or, aux étaux éventuels aux dollars, c'est aussi des gens qui se disent qu'il y a des choses pas complètement, qu'il y a des choses peu de pourries au royaume du Danemark. Enfin, voilà. Voilà. Donc. Oui, non, mais c'est vrai que l'or, ça a été et ça reste encore un mystère, hein, alors que les taux réels augmentaient, parce que le dollar montait, l'or, effectivement, a déclenché un signal assez fort. Ouais. Voilà, et donc on peut avoir une baisse forte des banques centrales liée à ce phénomène-là. Quand, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un risque réel. Et donc, c'est pas que nous, on évite totalement la tech et qu'on est sur... Ah ouais. Oui, on est même légèrement short tech. Et alors, c'est quoi s'il n'y a pas la tech? On prend ce qui rattrape. Donc, les mines d'or, ça a bien marché. La Chine, qu'on a acheté, des choses... Ça rattrape à la hauteur des attentes, la Chine? Non, mais c'est toujours difficile quand même, le rebond. La Chine était négative. J'ai passé plusieurs fois ici pour dire que c'était très négatif de la Chine. On l'a acheté pour la première fois en mars dernier. Donc, on est gagnant sur la Chine. D'accord, oui, ok. Paris, c'est pas beaucoup de gens qui sont gagnés sur la Chine. On a gagné 5%. La Chine, des foncières européennes, des choses comme ça, oui, qui sont des choses qui sont un peu tombées du camion au cours des mois derniers et qui, si ça se maintient, s'il n'y a pas d'éclatement, ça va rattraper. Et si ça éclate, on est plus protégé avec des choses qui avaient baissé de 30, 40, 50% au cours des années précédentes. Ouais. Donc voilà, les matières premières aussi sont un peu dans ce phénomène-là. Voilà. On peut être absent de la tech ou pas? Ou ça reste quand même forcément un univers d'investissement? Et quand je dis tech, c'est pas que Nvidia. Hein. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres domaines technologiques qui méritent de l'attention. Vous me laissez combien de temps pour répondre à cette question? 1 minute 53. Manifestement, on peut même être short tech. Oui, donc, on est moins 0,2. Hein, donc, d'accord. On n'est pas fou pour le moment. Donc, on peut être absent de la tech. Alors, pour notre part, sur le secteur technologique, ce que l'on a fait, c'est qu'on a été très longtemps surpondéré. On a réduit un peu la tech, mais on reste encore surpondéré sur ce secteur sur lequel aujourd'hui on a une forme de super cycle. Hein. C'est le secteur le plus performant, en particulier aux États-Unis. Quand on regarde ensuite la dimension valorisation, le secteur tech en général, en particulier aux États-Unis, il se traite 30 fois les bénéfices. Donc c'est de nouveau tendu. On retrouve les niveaux de valorisation que l'on avait eu en 2021. Mais la valorisation n'est pas un indicateur de décision tactique. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que le momentum soit remis en cause et que la bulle casser cet optimisme, ça prend du temps, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Plus que il faut qu'il y ait quelque chose de fondamental. Il y ait des évidences solides, quoi. Qui remettent en cause la tendance. Et l'évidence la plus évidente pour nous qui pourrait mettre en cause cette tendance, c'est une détérioration de la dynamique des bénéfices. On l'a déjà vu un peu sur certaines sociétés. On voit Tesla, ça se porte moins bien. On voit Apple, ça se porte moins bien. Si demain, on voit que Nvidia est elle aussi confrontée à un investissement de la croissance de ses bénéfices, on aura un dégonflement des valorisations. Mais pour l'instant, on continue à surpondérer ce secteur. Bon, il faudra patienter pour les résultats de Nvidia. Ils publient très après les autres. Oui, c'est ça, c'est fin mai, dans un mois encore. Dans un mois, on guette. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Olivier Ringard, Neuflize OBC, Pierre Bismuth, Myria Asset Management et Gilles Etcheberry-Garay, Elcano Asset Management.